Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, je me marre parce que je sens que cette vidéo risque voilà, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre et voilà. Alors, pour vous remémorer un peu les faits, je veux dire, je vais commencer le business sur Internet en 2007 à peu près, 2007-2008. Donc je vendais en fait pas grand chose. À la base je vendais des coques sur eBay. Ensuite j'ai monté ma boutique en ligne sur laquelle je vendais des coques que j'ai achetées directement en Chine. Donc, et pas mal d'accessoires, ça permettait, bon, il y avait pas mal de volume. Et en parallèle de ça, je développais la marque Skyphone, qui était la marque de, que vous verrez dans le reportage, bien évidemment, c'était une espèce de clone, enfin de copie. Ça ressemblait au iPhone, mais ça ressemblait quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un écran résistif, batterie externe, deux cartes SIM, bon, ça tournait sous Java OS, bon voilà. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui fait. Donc du coup, c'était des produits qui étaient logotés Skyphone, donc machin et tout, donc ça passait en douane très bien et tout ce qu'on verra. Enfin, ce qu'on verra pas dans le reportage, mais en fait, du coup, j'essaierai de. On va regarder le reportage ensemble, et puis je vous commenterai. En fait, tout ce qui s'est passé et ce qu'en fait ils ont coupé. Parce qu'en fait, alors à cette époque-là, je vendais Skyphone sur mon site web, mais je vendais également des mini-caméras. J'étais un des premiers à importer des mini-caméras et à faire des vidéos pour prouver comment c'était bien, ces petites caméras compactes et tout. Donc du coup, on en vendait quand même pas mal et on faisait pas mal de commandes. Bon, puis après, on vendait Skyphone, on vendait les stylets parce que les gens les perdaient, les vitres parce qu'elles étaient très fragiles et qu'il fallait les changer. On vendait des coques, des vitres, des micros. Il y avait pas mal de problèmes de micros, machin comme ça. Donc voilà. Donc c'est une boutique où il y avait quand même pas mal de choses. Et Capital me contacte un jour en me faisant un mail. Voilà, il me dit bonjour. On veut faire un reportage. En fait, les smartphones, les gens en ont marre des grandes marques. On veut faire un reportage sur les alternatives des smartphones qui existent de Chine. Donc on a vu que c'était bien placé. Alors, forcément, j'étais le seul quasiment à vendre autant et aussi bien parce que j'avais de la visibilité sur Internet. Des téléphones Skyphone, il me dit on pourrait venir passer une journée avec vous, et voir comment ça marche et tout. Donc forcément, moi j'étais, c'était il y a 2008, donc c'était il y a plus de 10 ans, voilà. Donc tu dis ah ouais c'est bien, puis il me dit voilà, les gens ils aiment bien les petits, les mecs qui veulent s'en sortir, qui veulent développer leur business, machin, ils aiment bien ça, c'est l'aventure, c'est Capital, machin. C'est vrai que quand tu regardes, tu comprends après, quand tu regardes après ça, que dans Capital, chaque fois qu'ils font un reportage, il y a toujours un gentil, un méchant ou un escroc, comme tu voudras, et puis un con de base. Bon, j'ai eu du bol, j'ai pas été le con sur ce coup-là, mais j'ai été l'escroc de base, en fait, simplement, où, du coup, on verra ça quand on apporte la partie où on va en Chine avec eux, c'est que ils avaient un autre rendez-vous avec le mec qui développait une marque là-bas qui s'appelait MHT ou LHT, machin comme ça, qui était une marque qui était distribuée par Bouygues Télécom. Et il devait voir le mec, mais c'était pas sûr pour faire qu'il devait fabriquer ses téléphones, machin et tout. Et voilà, donc du coup, vous verrez que ça s'est fait. Donc du coup, vu que cette partie-là où lui fabriquait les téléphones aux normes, tout bien, machin, pour Bouygues Télécom, donc du coup, le gentil c'était lui, le méchant devait être moi. Alors, je m'excuse pour la qualité de la vidéo, mais c'était un pauvre screener. C'est à l'époque, voilà, en 2007, ça passait à la télé. Mon beau-père avait réussi à l'enregistrer, mais on n'avait pas de solution avec la Freebox de l'époque de pouvoir enregistrer sur un support machin. Donc, il a fait un screener. C'est-à-dire qu'il prend son téléphone et il enregistre la vidéo. En même temps, c'est pas un film, hein, le son est caverneux, mais encore une fois, c'est pas un film. On va prendre le reportage ensemble. Voilà. Donc on va prendre le reportage ensemble ici. Alors pourquoi j'ai pas de son? Système de son. Ah, je me rends compte que quand je fais ça, j'ai pas de son à chaque fois. Alors j'essaie de regarder un petit peu ici. Hop, on prend le reportage et puis comme ça, je vous le commenterai en temps direct. C'est près de Lyon, à l'abri des regards, dans son appartement. Que celui que voilà, donc ça marchait bien, j'ai pas le début. Alors je vous le reprends, je mets un peu plus de son. C'est près de Lyon, il avait coupé à le l'abri début. des regards dans son appartement, que celui que nous appellerons Adrien a monté son petit business. Voilà, donc là du coup, ah merde, on va reprendre, je veux bien que je mette pause et non pas que je mette machin. Donc du coup là on reprend bien dès le début, c'est que quand en fait je pensais que j'ai passé dans le Capital, quand dès le début on voit que je suis flouté et qu'on m'appelle Adrien, déjà tu te dis putain ça sent pas bon, ça sentait pas bon du tout. Et voilà, donc là on arrive du coup sur mon site web qui s'appelait Destock Boutique à l'époque, et en fait on voit bien que en fait sur la gauche on a tous mes produits. Donc il y avait 1 milliard de trucs, plus une catégorie qui était catégorie téléphone chinois, parce que dédié à cette marque-là. Mais voilà. Business. Il vend ses téléphones sur Internet et ça marche très bien. Ses smartphones, tout le monde en veut. 129 € à l'époque. T'imagines quand les mecs ils râlent maintenant.
à 150 ou 200 balles, quand tu vois la merde que c'était quand même, bon, au lieu de 149 € quand même, mais quand tu vois bon les téléphones que c'était quand même pas exceptionnel, et ça valait déjà 130 balles à l'époque quand même. Donc là on est vraiment sur la partie Skyphone, la partie smartphone chinois du site, où à l'époque il y avait que ça, hein. Les Skyphone et les Siphones c'était ce qui marchait mieux, donc on a bien vu qu'il y avait des coques, des choses comme ça. Donc hier on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 commandes. Voilà, 11 commandes pour la boutique. Bah oui, parce qu'on vendait des coques, des films protecteurs, on vendait 1 milliard de trucs et non pas comme on veut le reportage. En fait, c'est bien fait, hein. Quand tu regardes après avec le recul, tu dis franchement, les mecs ils sont trop bons. Après, avec un bon montage, là tu dis bon, il y a beaucoup de commandes, mais il n'y avait pas tant de Skyphone que ça. Ces iPhones low cost, Adrien en vend en moyenne une trentaine par mois. Voilà, donc 30 par mois, hein. Et c'est ce que je vendais à l'époque. Donc heureusement, ça choque personne. 30 par mois, ça fait 1 par jour, mais je suis quand même avec 1, 2, 3, et 30 commandes, hein, quand même. Ces appareils viennent de Chine et ils arrivent directement chez lui dans ses cartons. Au premier coup d'œil, ce smartphone ressemble beaucoup à l'iPhone. Mais quand on lui parle de contrefaçon, Adrien a des arguments bien rodés. Il compare les deux appareils. À gauche, le produit star d'Apple. À droite, son smartphone. Oui, j'ai eu un iPhone. Pour lui, il serait très différent. On peut voir que le téléphone est un petit peu moins large et l'écran est quand même plus petit. Mais il ne faut pas le pousser. Voilà, c'est là où ils ont été les bâtards. C'est que, j'avais un iPhone 2G à l'époque. C'est que quand en fait je leur demande, quand ils me disent c'est quoi la différence, je dis bon déjà physiquement on voit bien qu'il est plus petit. L'écran après on dit il est plus petit. L'écran il était résistif à l'époque. Ça veut dire qu'il fallait soit appuyer avec l'ongle, soit sortir le petit stylet dessous, ou alors avec un stylet pour bien naviguer comme ça. Après, je leur dis en plus, bon voilà, à l'intérieur c'était en Java, puis c'est là qu'ils m'avaient dit non, mais c'est trop technique, machin, faire plus simple. Je dis bah oui, j'ai pas dedans, c'est un truc de programmation lambda, ça a rien à voir avec Apple, c'est un peu le logo, mais machin. Ensuite, bon, c'est quand même relativement lent. Quand on l'ouvre pour mettre la carte SIM, on se rend bien compte qu'on peut mettre 2 cartes SIM dedans et qu'il y a une batterie amovible. Déjà, quand tu l'ouvres pour mettre ta carte SIM, tu vois bien déjà que t'es pas chez Apple parce que tu l'ouvres, batterie amovible, machin. Donc, je dis bon, bah voilà, et il y avait pas de logo, encore une fois, machin. Et c'est là, en fait, bon, tout ça a été coupé forcément parce que là, quand on. Oh mais il est juste un peu plus petit, hein. Tu dirais que connard bien sûr. mais en fait, et la connectique, je dis la connectique c'était une pauvre connectique de merde, genre micro USB de l'époque, c'est pas du lighting, enfin il y avait quand même 1 milliard de trucs qui faisaient quand t'avais le téléphone en main, bon, faut pas aller quand même être trop malin pour voir que le truc, déjà quand tu mets ta carte SIM dedans, où ça démarrait, il y avait pas de Play Store, il y avait rien, tu pouvais pas installer d'application, il y avait aucun compte, enfin c'était quand même relativement bas de gamme. Et là après donc du coup, ils m'avaient, et c'est là qu'ils m'ont bien eu parce que j'avais jamais fait le... C'est que je vendais aussi également des coques. Et bon, vous verrez ça. Pour se rendre compte que son business n'est pas très légal. Dans sa réserve, il y a des dizaines de coques avec le logo à la pomme. Alors en fait oui, j'avais un modèle avec le logo à l'époque. En fait c'était surtout des coques de iPhone, hein, qu'on mettait pour changer les couleurs. J'en vendais pas mal à mes potes de la Le nom officiel du produit star. Et en un clin d'œil, son smartphone se transforme en vrai faux iPhone. Les gens, s'ils veulent vraiment... Et là, il m'avait demandé, il me dit, est-ce que ça se clipse? Et j'avais jamais essayé, tu crois quoi? Et en fait, quand j'essaye devant eux, je dis, ça marche et tout, trop bien. Et après, bon, bah voilà, je vais l'argument, je dis, bah oui, là après, forcément, si tu mets une coque, mais bon, ça reste une coque. Jouer le téléphone, on achète une coque clipsable, on peut la clipser. Voilà, sur l'appareil. D'accord. T'as d'autres téléphones, on s'y croirait quand même. Pour la plupart des gens, ils verront pas la différence. Si la marque à la pomme l'attaque pour contrefaçon, et s'il est condamné, Adrien risque jusqu'à 4 ans de prison et 400 000 € d'amende. Presque. presque vrai. Alors bon, bah du coup, le téléphone, bon, il était ce qu'il valait. Il y en a certains qui l'ont eu d'entre vous, d'autres qui l'ont pas eu. Et, hein, bon, c'était quand même, relativement bas de gamme à l'époque. Et je veux dire, c'est pas de mettre une coque qui faisait 1,5 mm d'épaisseur par-dessus, qui faisait un peu la blague. Concernant le logo, alors à l'époque, c'était 2007-2008, la DGCRF était, alors vu qu'ils sont venus peu de temps après, genre 1 an après ce reportage qui n'avait aucune incidence, mais ils sont venus et ils ont fait c'est les coques et tout. Et en fait, ils ont demandé, il me dit voilà, c'est la marque qui décide si elle porte plainte ou pas. Et en fait, ils estiment que
à cette époque-là, hein, maintenant je pense ça a changé, que comme il y avait le logo mais il n'y avait pas marqué la marque et tout, c'était relativement ambigu et que c'était quand même de toutes petites quantités. J'achetais pas le plus gros site de Lyon, j'en importais un peu, je les revendais, il y avait le logo, c'était passé à l'as où parce qu'en fait quand la GSRF vient, ils prennent un échantillon de trucs et en fait ils demandent à chaque marque si elle veut, je crois que j'avais des calculatrices caméra espion dans lesquelles il y a marqué Casio dessus. Oh, bah bim, Malabo marqué Casio. Et là pareil, ils demandent à la marque et c'est à la marque d'estimer si ça vaut le coup pour eux de t'attaquer en justice et de dépenser quand même pas mal pour gagner pour bien grand chose, que je veux dire quoi. Même rembourser le procès quoi pour un mec qui vendait je sais pas 12 commandes par jour et on vendait pas 12 coques par jour, je veux dire. Donc de là en fait non, oui et non, oui si tu fais gros volume ça, et en fait non, à l'époque il y avait que le logo, il y avait pas, et en fait il y avait que le logo, il y avait pas la marque. C'était un peu ça aussi qui se sauvait, et je crois que les calculatrices Casio pareil, ils avaient demandé à les détruire et que la marque ne donnait pas suite, juste détruisait les machins parce qu'il y avait marqué Casio et que c'était une marque déposée, etc. Client, il s'expose à une amende de plusieurs milliers d'euros. Son business est donc risqué. Ces smartphones qu'il vend 130 euros, Adrien les achète moitié moins cher à des entreprises qui sont capables de fabriquer à prix cassé des contrefaçons de toutes les marques. Et c'est en Chine qu'on les trouve. Voilà, donc là on était vraiment au tout début j'allais trouver un mec sur internet, sur eBay justement, qui m'envoyait les produits machin, on avait monté une relation de confiance, mais j'étais jamais allé. Puis il me dit vous êtes déjà allé là-bas, bah non mais bon je suis en relation avec la marque Skyphone, donc lui il va les acheter chez Skyphone, il me les envoie machin et truc, je distribuais la marque pour eux en France, voilà, j'avais déposé la marque Skyphone comme marque de téléphone en France et tout, c'était propre quoi, au cas où je me dis si jamais ça marche. Il me dit vous êtes déjà allé, et puis je dis bah tout seul machin, c'est première fois en Chine, fait un peu flipper quoi, tu vois, quand t'es jamais sorti de ta campagne et que le plus loin que je t'ai allé c'est l'Italie. Il me dit ouais, je dis, bah oui, il me dit si on va avec vous, je dis bah ouais, banco et tout. Alors c'est pas il paye les billets d'avion et tout, hein, c'est vous prenez vos billets et puis on se rejoint là-bas quoi, tu vois. Donc l'idée c'était ça, donc nous voilà partis chez Skyphone au Sec Plaza. À l'époque ils étaient alors pignon sur rue, vous verrez que si vous connaissez un peu le Sec Plaza, c'est un building où il y a je sais pas 50 étages, plein de compagnies par étage et tout, je prends les escalators, les ascenseurs, monter dans un truc, la porte à gauche, à droite et tout, enfin bon c'est... Shenzhen, dans la Mecque du portable. Adrien a accepté de nous emmener dans la société qui fabrique les smartphones qu'il vend en France. Elle a pignon sur rue, dans cet immeuble ultra moderne. Par souci de discrétion, nous allons filmer en caméra cachée. J'étais beau, j'étais maigre hein, à l'époque. La société a tout l'air d'une respectable PME. Mais dans la salle d'attente, il y a le catalogue des produits. Et surprise, on y trouve les copies de plusieurs grandes marques de portables. Apple, HTC ou Nokia. Apparemment, c'est de la contrefaçon. Alors à l'époque, les fabricants étaient en 2007, enfin 2008 ou 2009, hein, je crois à peu près. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça doit être dans ce là. Les fabricants n'étaient pas innovants hein, à cette époque-là. C'était tout ressemblait à HTC, ou tout ressemblait à Apple, ou tout ressemblait à Nokia. Il n'y avait pas trop de trucs. Alors ce que faisait Skyphone à l'époque, c'était la même gueule, hein, à part, du coup, il reprenait le même design et puis il collait ce que faisaient les voitures japonaises quand elles sont arrivées en Europe. Hein. On prenait les bagnoles allemandes, il y avait certaines Lexus, on aurait dit des BMW, ils reprenaient pareil, on mettait du Java OS dedans, un OS à peu près moyen, et vas-y, l'aventure était partie. À l'époque, il n'y avait pas Android. Le premier smartphone qui arrivait Android, c'était le N21, qui était de chez eux justement, et qui était le premier smartphone Android qui avait été distribué aux États-Unis d'ailleurs. Sous je sais plus quelle marque, qui était double SIM et tout, et en fait c'était à cette époque-là que Frandroid m'avait contacté pour m'en acheter un. J'étais le seul à pouvoir en avoir en France et tout, donc j'étais assez content de pouvoir tester le premier téléphone Android double SIM vraiment chinois et tout. Bon, c'était pas du luxe, mais et pour nous rassurer, le patron, cet homme en polo noir, a une réponse toute prête. Nous ne mettons pas le logo des marques sur le téléphone. On ne peut rien nous dire. Alors il suffit d'enlever le logo et c'est bon. Ok. Oui, sans logo, c'est bon. En fait, voilà, ce qu'ils expliquent dire, c'est que tant que c'était grossier, parce que c'était quand même grossier, ça ressemblait de loin. Bon, quand on avait peut-être pas un, ils avaient un espèce de clone du N95. Quand on avait un, de loin, on dirait un N95. C'était vraiment on dirait quoi, parce que bon, il fallait pas être un spécialiste pour voir que le machin. C'était l'époque, hein, c'était le tout début, c'est comme ça que ça a commencé. Donc ils disent, non, si on met pas de logo, en douane ça passait. À l'arrivée, c'était tellement nouveau
même pour les douaniers, que nous, quand on avait les Skyphone qui arrivaient et tout, bah les boîtes, ça ressemblait fortement et tout. Mais c'était tellement nouveau que les douaniers regardaient ça, machin, dedans, on voyait bien le truc, c'est sous cellophane, machin, il n'y avait pas de logo, tout. Il n'y avait pas de... En fait, la GSRF peut vous dire, soit ils bloquent, ils peuvent bloquer parce qu'il y a de la contrefaçon, donc là, c'est logo Apple, la marque Apple, bon, bah là, il n'y avait pas. Et il y avait après, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, qui existait déjà, mais... C'est-à-dire qu'ils peuvent considérer comme contrefaçon à partir du moment où ça peut prêter à confusion. Bon bah là, il y avait les boîtes, tu vois, ça pouvait prêter à confusion grossièrement, fallait vraiment être un belé. Enfin déjà, il y avait pas, tout le monde n'avait pas de iPhone en plus, même si c'était iPhone 2G incroyable. Et tout le monde pouvait pas savoir, donc tant qu'il n'y avait pas de logo de marque machin, les mecs ils regardaient, bah oui, je veux dire, ça ressemble à, ouais, ça ressemble à un iPhone, ça ressemble à un Nokia, et encore, fallait que les mecs ils connaissent tous les iPhones, tous les Nokia pour savoir que ça ressemble et tout. Donc comme il l'explique très bien, à partir du moment où il n'y a pas de logo, bah, ça ressemblait un peu, ça reprenait les traits, pas vraiment les dimensions, mais au moins les traits, donc ça passait. Et pour fabriquer ces copies à prix cassé, le patron a une petite usine dans la banlieue de la ville, dans ce bâtiment qui ressemble à un hangar. On va dans une des usines. On est loin ici des standards de production des grands groupes. Dans cet atelier, des petites mains payées 20 € par mois soudent et assemblent les portables sur des tables en bois. Plus quand même, hein. Quant au contrôle qualité, c'est cette jeune femme qui s'en occupe. Là, ils sont fourbes quand même, parce que 20 € par mois, c'était pas possible, même à l'époque. Même je suis arrivé en Chine 3 ans après. Même dans les campagnes, personne ne travaille à moins de 2000 RMB par mois, c'est-à-dire 200 et quelques. Donc ils ont peut-être oublié un zéro, quoi. Après, dans les campagnes, oui, à l'époque, on pouvait gagner 200 balles par mois. Mais 20 € quand même, c'était quand même pas beaucoup. Mais bon, après, ça, Madame Michel... Seule. Et tout ce qu'elle vérifie, c'est l'allumage du téléphone. C'est déjà bien. Ce sont ces portables qui seront mis en vente sur des sites internet français. Alors que valent ces copies de téléphone vendues à prix cassé? Et surtout, présente-t-elle un danger pour les consommateurs? Alors là, voilà, là on arrive au meilleur moment. Donc bon, on arrive, il nous explique que c'est fabriqué à la chinoise dans les petites usines underground, hein, ce qu'on appelle les usines de Shanghai. Ça veut dire les mecs, ils font l'assembler, au moins ils regardent. Après, nous on est arrivé, on avait une grosse série comme ça où les micros étaient branchés à l'envers. Donc du coup, son négatif, quoi. Un tout petit son tout faible et tout, et il fallait démonter. Heureusement, garanti que c'est machin comme ça, c'était bien. Tu dessoudais le micro et tu le remettais à l'endroit, et voilà, quoi. Donc du coup, après, ça fonctionnait. Mais voilà, bon, il fonctionnait juste, et après, c'est vrai que bon, il y en a peu qui marchaient vraiment pas d'origine, quoi. Généralement, en fait, ils étaient plutôt fiables, en fait, pour l'époque, parce que alors, les batteries d'origine Skyphone, ça allait, les contrefaçons, les dorés, c'était un peu moins bien. Mais dans l'ensemble, ça allait, la plupart ils fonctionnaient, c'est rare qu'on ait eu des trucs complètement buggés qui marchaient pas, par le problème de micro et de haut-parleurs qui souvent étaient de piètre qualité. Bon, c'est pour ça qu'on en vendait pas mal, on avait de la pièce détachée, je veux dire, tout le monde n'achetait pas chez moi, beaucoup achetaient sur eBay à l'époque. On avait du stock, des haut-parleurs, des micros qu'on achetait chez eux, hop, et les mecs ils nous les commandaient directement en France, après ils les faisaient changer, soit eux-mêmes, soit ils les faisaient changer, c'était pas très très compliqué, vu que je le faisais moi-même déjà, donc voilà. Et maintenant, nous avons décidé de tester l'un de ces modèles. là on part, après, Montigny-le-Bretonneux, dans la banlieue parisienne. À mon triste sort, et ils vont voir un spécialiste pour vérifier un petit peu si c'est dangereux ou pas. C'est dans ce laboratoire spécialisé que les plus grandes marques de téléphone viennent tester leurs appareils. À ces experts du téléphone portable, nous avons apporté l'une de ces copies fabriquées en Chine, mais aussi sa batterie et son chargeur. Tout va bien. Et les tests n'ont pas encore commencé, qu'un détail intrigue déjà le patron du labo. Ce numéro sur le téléphone, c'est la garantie mondiale que ce portable a été testé et qu'il est sans danger. Pourtant, le code n'est pas le même sur la coque en plastique et à l'intérieur de l'appareil. Et après une rapide vérification, il y a bien un problème. Donc là, on voit qu'il s'agirait d'un téléphone Sony Ericsson Mobile Communication. Le numéro de garantie de notre smartphone a été emprunté à un appareil d'une autre marque. Bon bah là on est en 2008, hein. 2008-2009, enfin, avant les années 2010, on est dans le début de la Chine, hein. C'est-à-dire que autocollant CE, il n'y avait rien de CE, et encore beaucoup maintenant, c'est-à-dire c'est autocollant CE, et c'est des trucs comme ça, et
un peu moins maintenant, mais souvent dans les années après, quand vous regardiez les IMEI de vos téléphones, c'était les IMEI de téléphones qui étaient attribués à des vieux Nokia, à des vieux Sony Ericsson, à des vieux Motorola qui récupéraient les IMEI. On était dans de la bidouille, donc forcément, bah là, les mecs ils mettaient un truc derrière, comme ça en douane, il y avait un numéro, une homologation, et vas-y, ça passait tout bien. C'était la belle époque quand même. Ce n'est pas bon signe. Pour en savoir plus, nous allons tester les différents éléments du téléphone. Et ça commence par la batterie. Voilà. Là, Ça, c'est apparemment, intéressant. il n'y a pas de problème. En tant qu'ancien Mavelec, je veux dire, là, on est quand même... c'est-à-dire que le mec, il injecte du courant, il charge la batterie avec un chargeur à la con. Hein. C'est-à-dire que, normalement, en théorie, les chargeurs, quand ça arrête de charger, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment que la batterie est chargée, il s'arrête aussi un peu. Donc là, il charge la batterie, et donc du coup, bah, la batterie, à la fin, elle commute. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y avait pas une sécurité dedans, elle continuera à charger, elle gonflerait, elle exploserait, et toi, tu serais brûlé, et tu perdrais des yeux. Un ou les deux. Donc toutes les batteries avaient quand même cette petite protection. Quand elle est chargée, tac, un petit circuit électronique dedans, ça commute, elle arrête de charger, elle vit bien. Il teste la batterie. Pas de danger pour l'utilisateur là. Il le dit lui-même. Après la batterie, c'est au tour du chargeur du téléphone de subir le même test. Alors c'est là où on s'interroge, pour ceux qui ont fait un peu d'électronique et d'électricité, c'est comment ils ont branché, ça. Mais cette fois-ci, Là on voit bien, qu'il y a un truc d'alim qui va là, hop, ils le mettent sur l'USB, donc là on doit bien avoir la charge, il doit récupérer la masse quelque part, et là il sort, et en fait on comprend pas, comme le truc est branché sur rien, vous allez voir. au bout de seulement 20 secondes, le chargeur craque et s'enflamme. Voilà. Donc là, pour arriver à un effet aussi incroyable, la seule solution que... Après, vous m'expliquerez, hein, s'il y a des mecs plus électroniciens qui savent, c'est si tu branches à vide, que tu injectes du courant, bah, il est à vide. Si tu mets un truc derrière qui charge, bah, il charge, il n'y a pas de raison que ça brûle. Par contre, si tu injectes du courant dans le truc et que tu fais un court-circuit en sortie, là, forcément, au bout d'un moment, t'envoies, et il faut qu'il se passe quelque chose. Soit le produit a une sécurité, ce qui fait que bah, ça disjoncte, qu'il y a un fusible, machin et tout, ce qui est flagrant que c'est pas le cas là-dedans. Soit le truc il explose. Mais quand même mis 20 secondes, hein. C'est quand même pas mal. Mais on se demande comment ils ont réussi à faire un court-circuit aussi beau que ça en branchant rien. C'est-à-dire qu'en sortie, on a bien sur quelque chose, mais en entrée, donc il faut injecter du courant, injecter, vers un court-circuit pour que bah, entre le primaire, t'envoies à fond, au secondaire, il y a un court-circuit, donc du coup, entre les deux, vu qu'il n'y a pas de fusible et pas de protection, qu'on ait une petite explosion quand même, au moins ça c'est sensationnel. Est-ce que c'est normal que ça prenne feu comme ça? Non, pas du tout. Là, il est typiquement dangereux, le produit. Visible. Voilà, donc on coupe vite fait, hein, forcément. On arrête vite que le mec il en dise un peu trop. Donc voilà, donc il explique bien que le truc est dangereux, c'est-à-dire que s'il y a un court-circuit en sortie, ce qui est quand même pas très bon et tout, bah avec le truc il n'y a pas de protection vu que c'était un truc à 5 balles, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme ça. Voilà, donc voilà mon premier reportage dans Capital. Bon bah une vidéo pleine de sens, hein. Après c'est toujours pareil, c'est que c'est filmé sur... moi ils sont restés une journée complète avec moi, alors... Et encore on n'a pas eu le morceau quand on a été à la poste. Normalement on va à la poste avec eux, envoyer les colis, machin, et dessus pendant une journée. Puis en Chine on est resté 3 jours ensemble, hein. Première journée pour aller à l'usine, le lendemain, pour aller au bureau, le lendemain pour aller à l'usine. Puis les mecs ils te font parler, ils te posent des questions. Puis ils te posent des questions directives aussi. Vous avez vu les journalistes, ça c'est un peu leur spécialité. C'est-à-dire que s'il dit quoi, voilà, tu penses quoi l'électrocution? Alors toi tu cherches l'électrocution, il dit vous pensez que c'est dangereux pour les personnes de se faire électrocuter? Puis toi du coup t'as pas de réponse, tu réponds, tu fais bah oui, c'est quand même dangereux de se faire électrocuter. Donc ce que je veux dire, donc du coup bon, et ça vous allez voir tous les journalistes le font, ça veut dire qu'ils donnent une question qui est directive, quand le mec il cherche, ils disent ne pensez-vous pas que, et ils donnent 2 solutions, voilà. Qui sont un peu généralement ce qui l'arrange, et bah forcément quand il donne le truc. Donc après bon bah c'était bien coupé, hein, c'était bien monté, bien coupé. Après oui forcément, honte à moi, les téléphones ressemblaient fortement, mais on vous rappelle c'était il y a 10 ans, c'était quand même moins chelou que ça, hein. Tous les téléphones qui sont arrivés après les séries Skyphone qui sont arrivés sur Android ressemblaient tous au HTC, hein. Il y avait pas à chier, c'était un petit peu la norme
la norme du moment, mais voilà, c'était un reportage qui était plus intéressant. Après, bon, forcément, je veux dire, tu baisses un peu les yeux, tu oh là 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 là, mais en fait non, oui et non. En fait oui, parce que bon, là, tu passes pour le plus gros escroc de la planète, et non parce que bah du coup en douane c'était contrôlé souvent et que les téléphones passaient à chaque fois, donc ça prouvait bien que machin comme ça. Et quand la DGCCRF est venue un an après, bah ils ont vu tout ça et en fait bah il n'y a pas eu de c'est pas pour ça, par contre. Les cotes, machin, ils estiment que. Et encore, la marque porte pas, parce que. Après, il faut avoir raison gardée aussi. On parle de 20 coques. Il y avait 25 coques avec logo, de chaque couleur, machin et tout. C'était pas, tout le reste n'avait pas de logo, tu sais ce que je veux dire. Ou alors, c'était juste des découpes en forme de rond, machin, pour laisser apparaître le logo. Donc c'est toujours pareil, à l'époque c'était pas d'attaquer le pauvre mec qui est chez lui comme ça, dans son salon à faire un machin comme ça. Mais après bon tu regardes, oui forcément il y avait des choses, les CE, les normes, les machins, les contrefaçons, t'es un peu jeune et tu sais pas... Tu veux croire que voilà, donc ça passait, mais c'était quand même la belle époque et je pense que voilà. Et après bon du coup ils sont allés voir MHT ou LGHT, je sais plus comment, qui lui faisait des téléphones pour la marque machin. Donc ils expliquent pareil où ils font les téléphones, combien ça lui coûte, combien il les vend. Et puis bah lui du coup c'était le héros de l'histoire, hein, parce que s'il n'y avait pas eu lui, s'ils n'avaient pas réussi à le rencontrer en fait à là-bas, j'aurais été moi le héros de l'histoire en disant ouais les smartphones chinois machin et tout. Mais on voit bien, et de toute façon vous regarderez peut-être plus attention quand vous verrez des épisodes Capital, chaque fois qu'il y a un reportage, il y a un méchant, un gentil et un con de base, voilà. Donc moi après dans le lot ça va, ils m'ont pas... En fait je disais pas mal de gros mots, en fait ils aimaient pas trop, parce qu'après j'avais compris le truc, c'est que quand ils me posaient des questions que je croyais qu'ils filmaient pas, ils filmaient tout le temps. Il y avait une LED sur leur caméra, on la voyait pas tout le temps, machin. Ils se mettaient souvent, tu vois, caméra à la main comme ça, et ils t'enregistraient, t'avais toujours le micro sur toi, machin. Et à un moment, je sais plus, il me pose une question, vous êtes conscient que bon, bah, c'est pas totalement hyper clean et tout. Et en fait, et je lui dis, ouais, bon, après, tu sais, puis il rate son pote, et l'autre, il dit, non, j'enregistrais pas. Il dit, ah bon, et après, il me repose la question, donc là, forcément, j'avais compris que c'était un peu lièvre. Mais souvent, là, il parle, il pose des questions, et ils mettent la caméra en bas, et même dans Shenzhen et tout, il posait beaucoup de questions qui étaient assez directives, comme ça, toi, genre, on est potes, dis-moi, tiens, Greg et tout. Et tu sais jamais trop quand tu en prends. Donc, du coup, en fait, à chaque fois, c'est un métier. Dans chaque phrase, il faut placer un gros mot. Parce que quand ils placent un gros mot, ils peuvent pas couper, je veux dire, après, il n'y a plus de phrases, c'est trop censuré. Donc, et après, ils me disent, ah bon, arrête, faut pas dire de gros mots et tout. Je dis, bah pourquoi? Ils me disent, ah, mais quand on enregistre, ah ouais, d'accord. Donc après, tu le sais, comme ça, quand c'est un peu litigieux, vaut mieux dire, putain, ouais, chier, putain, tu vois ce que je veux dire, tu fais ton mec de cité, comme ça, au moins, t'es sûr que ça fera pas le... Ils m'ont pas de couper, te circoncire comme il faudrait. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça permettra de finir cette année 2018 avec ce reportage. C'est ma mère qui l'a retrouvé dans son PC, alors bon, c'était un screener à l'époque, mais c'était une vidéo qui était intéressant, parce qu'après encore une fois on apprend de ses erreurs et ça fait des points d'expérience. T'apprends ça, tu dis ah, les mecs ils m'ont quand même bien niqué, machin, après tu les appelles et tout, le mec répond même plus au téléphone, tu quand même voulu me faire passer pour le mec sympa. Après tu retournes à la poste, tu leur avais dit, parce que tu vas à la poste avec Capital, oui c'est Capital, oh c'est bien, parce que t'envoies quand même, je sais pas, envoyer 10, 15 colis par jour, tu vois ce que je veux dire, donc c'était quand même assez intéressant, t'es connu à la poste et tout. Et tu leur dis, oh putain Capital, ah ben on va regarder tous ensemble, donc tout le monde dans le village veut dire, t'as vu passer, va regarder le truc, et tu passes pour le plus gros bandit de Lyon et périphérie. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu lâches ta rage, tu mets un pouce en bas, bien évidemment. Tu peux mettre un petit like pour soutenir l'aventure. Tu peux aller me payer un café sur Tipeee pour payer le procès. Ah non, il y a 10 ans maintenant, les prescriptions. C'est pour ça que 10 ans après, on peut mettre la vidéo. Voilà, après, je sais pas. J'ai même pas mis à l'envers la vidéo. On verra. À mon avis, ça va passer. C'est un vieux screener et ça a 10 ans, encore une fois. Hein, donc... ça date un petit peu, je crois que c'est 5 ans, parce que quand on regarde les trucs qui passent, c'est souvent en 2011, 2012, tu vois, les vidéos qui passent actuellement en streaming et tout, et ça va, les mecs, ça passe un petit peu, et en même temps, c'est un vieux screener, et puis après, s'il y a droit d'auteur, on le donnera à Capital, on leur doit bien ça, t'imagines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon samedi, on se retrouve demain pour WTS, où on parlera un petit peu de la Thaïlande. On est dans un centre commercial avec la caméra 360, vous allez voir, on a filmé avec les plans machin, vous allez voir, c'est plutôt intéressant et on verra un petit peu les qualités de cette caméra la nuit. Allez, vous pouvez reprendre une activité normale, aller me payer un café sur Tipeee pour le procès, ou alors aller regarder une vidéo sur YouTube. Je te rappelle, tu regardes une vidéo et moi ça me rapporte un petit peu à chaque fois. Paix et prospérité, bonne journée, à demain.